Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la nationale Coloma dans votre émission Dites-moi tout, docteur. À l'instar des autres pays, la Guinée a célébré le 14 novembre la journée mondiale du diabète. Il faut dire que le diabète constitue un problème de santé publique majeur. On assiste ces dernières décennies à une augmentation constante du nombre de cas du diabète. C'est qu'il faut noter que pendant ce mois de novembre, il y a eu une série d'activités organisées à l'occasion par les ténors, je veux dire par nos éminents médecins diabétologues. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Guinée a servi de cadre de concertation, de plateforme pour l'Afrique francophone pour encore et encore poser la problématique du diabète et certaines maladies non transmissibles. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le diabète. Nous partagerons donc ces moments forts avec notre invité, professeur Nabi Moussa Baldé, endocrinologue, chef de service au CHU. Donc, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur Nabi Moussa. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième manche de cette émission. Vous pourrez donc appeler au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous essayons de poser toutes les questions autour de la maladie dont vous souhaitez nous et moi, chers téléspectateurs, une réponse. La première question, c'est tout de suite, après le jingle. Bonsoir, retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. La première question, je l'ai annoncée tout à l'heure, c'est le mois du diabète, et nous profitons donc pour faire un tour d'horizon sur les nombreuses ou les séries d'activités qui ont eu lieu pendant ce mois. Quel est le thème retenu, professeur, contrairement aux années précédentes? Quel est le thème retenu pour cette année? Bonjour Madame Sissoko, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Merci. La Journée mondiale du diabète a effectivement été l'occasion pour notre pays d'être la capitale africaine du diabète en ce mois de novembre, par toute une série d'activités dont nous allons parler. Novembre, c'est traditionnellement le mois au cours duquel le mois dédié au diabète, et en particulier le 14 novembre, qui est la journée mondiale du diabète. Le thème de cette année était garder un œil sur le diabète. Donc, garder un œil sur le diabète, ça signifie bien qu'il faut, pour les diabétiques, faire attention à se faire consulter régulièrement, à faire vérifier régulièrement l'état de leur œil au niveau de l'ophtalmologue, parce que le diabète peut abîmer l'œil, il peut abîmer le fond de l'œil, la rétine exactement, et entraîner ce que les médecins appellent la rétinopathie diabétique, qui peut conduire à la cécité. Garder un œil sur le diabète, c'est aussi, dans l'autre sens, attirer l'attention du public sur ce que le diabète peut être découvert à l'occasion de manifestations qui viennent de l'œil. Lorsque vous avez des difficultés à voir clair, que vous avez du flou visuel, ça pourrait correspondre à un symptôme de diabète, et il est de bonne médecine dans ces circonstances-là d'aller contrôler sa glycémie pour savoir si on est diabétique ou pas. D'accord. Alors, gardez un œil sur le diabète. C'était le thème retenu. Exactement. Mais la Guinée a également servi de cadre de concertation, moi je dirais une plateforme pour l'Afrique francophone, pour poser la problématique du diabète et certaines maladies non transmissibles. Pourquoi le choix sur la Guinée? Qu'est-ce que l'on a retenu, ou qu'est-ce que l'on peut retenir de ce séminaire ou de ce forum? Le choix de la Guinée vient du fait que nous avons la chance d'avoir un certain nombre d'activités qui sont reconnues pour leur qualité, et notamment nous avons un programme des enfants diabétiques qui est cité en exemple par beaucoup de nos collègues, et ce sont ces raisons qui ont conduit à choisir la Guinée pour abriter le 4e congrès
de la Société francophone africaine du diabète. Ce 4e congrès a été pour nous l'occasion d'organiser une série d'autres manifestations, parmi lesquelles, pour notre pays, une des plus importantes a été sans doute l'organisation de la réunion de haut niveau sur le diabète et les maladies non transmissibles sous la présidence de Monsieur le Premier ministre. Nous avons mis autour de la table, le ministère de la Santé a invité autour de la table le gouvernement et plusieurs des ministres de la République étaient là avec Monsieur le Premier ministre. Les agences du système des Nations Unies étaient représentées, l'OMS, l'UNICEF, le PNUD, le FUNIAP et tous les autres acteurs non étatiques, que ce soit des associations de patients, que ce soit des fondations, que ce soit des organisations de la société civile, que ce soit des entreprises qui veulent exprimer leur responsabilité sociale dans la lutte contre ces maladies émergentes-là. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous avons pu faire le point de la situation de ces maladies pour notre pays et puis tracer une feuille de route qui va nous aider à mieux baliser les activités les plus intéressantes à mettre en œuvre pour contrôler l'expansion de ces maladies-là. Donc nous avons eu la chance aussi d'abriter ce qu'on appelle la Diabète Academy Afrique, la 2e édition de la Diabète Academy Afrique. Elle s'est tenue donc les 20, 21 et 22 à l'hôtel Noum. Nous avons accueilli une 50aine de mes homologues, chefs de service, responsables de programme, leaders du diabète en Afrique, avec nos assistants les plus prometteurs. L'idée était de rester avec eux 3 jours pleins à l'hôtel, de leur donner le maximum de compétences que nous avons, compétences techniques, et de les renforcer aussi par toute une série de compétences transversales, utiles. Notamment, cette année, ils ont eu un des meilleurs spécialistes au monde de la communication médicale qui est venu leur donner les clés du succès pour pouvoir bien communiquer. Donc, de ce groupe-là, nous espérons demain tirer les leaders dont l'Afrique a besoin pour combattre ces maladies. Nous avons aussi organisé parallèlement à ces activités-là, le lancement d'une licence sur le diabète, la nutrition et la promotion de la santé. Le diabète, comme vous le savez, est une maladie, on en parlera sans doute, qui est très liée à notre mode de vie, et notamment à la manière dont nous nous alimentons. Donc c'était très important pour nous de former du personnel, alors pour le coup, principalement paramédical, les infirmières, qui sont beaucoup plus stables, il faut bien dire, et qui ont plus de temps, qui sont plus accessibles dans les différents pays. Donc nous avons accueilli des infirmières, mais également des médecins. Je crois que nous sommes maintenant à 8 pays africains. Nous avons une 40aine d'apprenants qui sont arrivés en Guinée pour apprendre de notre expérience, mais également de l'expérience des autres collègues qui sont venus nous renforcer dans l'équipe pédagogique pour former ces cadres-là dont on a besoin pour la gestion au quotidien des diabétiques, pour la gestion au quotidien des enfants diabétiques et aussi pour réaliser ce qu'on appelle la promotion de la santé. On en parlera sans doute. Si on veut freiner un peu l'explosion de ces maladies-là, nous avons besoin de contrôler leurs facteurs de risque au sein de la population. C'est un travail qu'on fait avec beaucoup de précision. Il y a besoin d'avoir des compétences précises pour pouvoir le faire avec succès. Et enfin, nous avons profité de tout ça pour former les collègues de toutes les disciplines médicales à la publication scientifique pour rendre plus visible les efforts de recherche qui sont faits au niveau de l'université de Conakry, pour mettre en valeur les travaux de recherche qui se font dans nos pays. D'accord. Alors, ce rendez-vous à connotation internationale a été très enrichissant. Nous allons suivre ce reportage de notre confrère Tolno du journal télévisé. Oui. Le reportage. Le diabète est l'une des maladies non transmissibles dont le taux de prévalence reste encore élevé. Elle touche 382 millions de personnes dans le monde avec 5,1 millions de décès chaque année. Pour lutter contre cette maladie, les acteurs de la santé d'Afrique et du monde, partenaires techniques et financiers et représentants de la société civile se retrouvent. Les échanges portent sur les nouvelles approches à adopter durant les 5 années à venir. Aujourd'hui, c'est une réunion plus politique et stratégique.
Il s'agit de mettre autour de la table tous les principaux acteurs pour la lutte contre le diabète dans notre pays. Nous allons discuter avec tous les acteurs et chacun va dire comment il voit ces maladies-là et comment est-ce qu'on peut répondre aux défis qu'elles posent au système de santé de notre pays. La détection précoce du diabète et la prise en charge rapide des personnes souffrant de cette maladie sont entre autres sujets qui seront abordés au cours de ces débats scientifiques. Des réflexions qui devront contribuer à améliorer la politique d'intervention sur le terrain. Nous sommes convaincus que nos homologues des autres départements et que les différents acteurs invités à cette conférence aujourd'hui sont suffisamment sensibilisés, sont en tout cas préparés à nous accompagner dans cette lutte transversale, multidimensionnelle qui concerne la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles. Le gouvernement de la République de Guinée ne ménagera aucun effort pour l'application rigoureuse des recommandations formulées durant cette réunion de haut niveau. Pour ma part, je m'engage à assurer le leadership au nom du gouvernement et suivre avec toute l'attention requise les interventions au titre de la lutte contre les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque principaux que sont le tabac, l'usage nocif de l'alcool, l'inactivité physique et l'alimentation malsaine. Les résultats issus de cette rencontre devront permettre aux pays à revenus faibles, notamment ceux d'Afrique, à mieux contrôler cette maladie. L'ambition est de prendre en charge plus de 20 000 personnes atteintes de diabète d'ici à l'an 2020. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. Alors, nous venons de suivre ce petit extrait de notre confrère Tolno. Alors, un petit résumé par rapport à ce reportage, professeur. Vous avez vu justement ce dont on parlait. Nous avons eu le bonheur que le gouvernement de la République s'engage. Vous avez entendu les paroles fortes de Monsieur le Premier ministre, et sa volonté d'assurer ce leadership-là. Parce que, comme il l'a dit, ce qui fait le lit du diabète, ce sont ces facteurs de risque. Ce qui fait que le diabète augmente, progresse dans nos pays, c'est parce que les facteurs de risque ne sont pas contrôlés. Et ces facteurs de risque, c'est le tabac, c'est l'usage nocif de l'alcool, c'est l'alimentation qui n'est pas adapté, on pourra peut-être y revenir, c'est le manque d'activité physique, c'est l'obésité, et il y a des déterminants sociaux à tous ces problèmes-là. Et nous avons donc besoin d'agir de manière transversale. Il est certain que les actions qu'il faut mener dépassent très 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 largement le cadre strict du ministère de la Santé. Voilà pourquoi c'était si important que le gouvernement s'engage et que plusieurs des départements ministériels qui sont concernés, qui étaient représentés là, puissent effectivement aussi prendre conscience de l'ampleur du problème et s'engager. Il faut quelque chose de transversal. D'accord. Alors, le thème d'aujourd'hui colle avec le mois du diabète. Hein? Oui. Alors, professeur Nabi, quelle définition pouvez-vous donner pour nous profanes à cette maladie, le diabète? Alors, de manière très simple, on peut dire que le diabète, c'est quand on a trop de sucre dans le sang. On en a tous un peu de sucre, en général autour de 1 gramme par litre. Ce sucre, on en a besoin, puisque c'est l'énergie dont le corps a besoin pour fonctionner. C'est comme le carburant qu'on met dans la voiture. Malheureusement, il arrive des situations dans lesquelles l'organisme n'est plus capable de contrôler le taux de sucre, de l'encadrer. Et ce taux de sucre va avoir donc tendance à monter à des niveaux plus élevés, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, etc. Et donc, le diabète, c'est cette perte de contrôle, cette perte de capacité de contrôler le taux de sucre par l'organisme. Ce taux de sucre en excès va avoir un effet un peu de corrosion. C'est comme quand vous mettez un peu de sel sur une barre de fer. Ce n'est pas immédiat, mais au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois, il va y avoir un effet de corrosion. Tout à fait. Donc, l'excès de sucre dans le sang va se comporter à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet de corrosion des vaisseaux sanguins, les petits vaisseaux
et les gros vaisseaux. Les petits vaisseaux sanguins, on les retrouve principalement au niveau des yeux. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc les petits vaisseaux qui irriguent le fond de l'œil, la rétine, peuvent être abîmés, bouchés, peuvent éclater, faire de l'hémorragie dans le fond de l'œil et entraîner des difficultés visuelles, voire une cécité. Les petits vaisseaux qui vont au rein peuvent également être atteints et avoir une influence négative sur le fonctionnement du rein. Le rein va perdre sa capacité d'épurer les toxines. Parce que normalement, le rein lave entre guillemets le sang, enlève les toxines, les met dans l'urine qu'on évacue. Lorsque le rein ne fonctionne pas bien parce que les petits vaisseaux ont été atteints, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Ça peut conduire à la dialyse, voire au décès. Donc, l'effet de corrosion peut également donc concerner les gros vaisseaux. Ces gros vaisseaux-là, on les retrouve au niveau des vaisseaux qui montent dans le cerveau. Et donc, lorsqu'ils sont atteints et bouchés, on a ce qu'on appelle l'AVC. Ça peut concerner les vaisseaux qui irriguent le cœur. Quand ils sont bouchés, c'est ce qu'on appelle l'infarctus, donc la crise cardiaque. Et puis, ça peut boucher également les vaisseaux qui vont aux jambes. Et c'est ce qui va créer la gangrène avec les gens qui vont avoir des plaies chroniques difficiles à guérir, qui peuvent se terminer par l'amputation. D'accord. Voilà. Alors, comment savoir si on a le diabète et qui on doit consulter en premier? Très facile de savoir si on est diabétique, vraiment très très facile. D'accord. Je vous ai dit que le diabète se définit par trop de sucre dans le sang. Tout à fait. Nous avons des petites machines qui sont capables, en 5 secondes, de vous donner le résultat. C'est des machines qui coûtent excessivement cher. Hein, oui, mais ce sont des machines qu'on ne tout demande pas. Tout le monde n'a pas la bourse de s'en procurer. C'est vrai. L'objectif n'est pas d'utiliser ces machines pour faire son propre diagnostic. D'accord. Ces machines sont disponibles dans les structures de soins et nous ne recommandons aux personnes d'avoir ces machines-là que quand elles sont diabétiques et qu'elles ont besoin de changer leur traitement jour après jour. Lorsqu'on est diabétique et qu'on n'a pas besoin de changer son traitement jour après jour, que le traitement est stable, comme par exemple les personnes qui prennent les comprimés, ce n'est pas indispensable d'avoir ces machines. On a besoin d'avoir ces machines quand on pense changer son traitement jour après jour. C'est le cas par exemple des enfants qui se piquent de l'insuline pour se traiter. Donc, on peut poser le diagnostic très facilement par ces petites machines en 5 secondes. Ces machines mesurent le taux de sucre qu'il y a dans le sang et quand on a dépassé le taux normal, le médecin peut vous dire si vous êtes diabétique ou si vous avez une situation intermédiaire. Parce que de temps en temps, on a des situations intermédiaires. Tout n'est pas blanc ou noir. Tout à fait. Il y a des zones grises. Mais lorsqu'on a des symptômes, ces symptômes, c'est quand on urine beaucoup, qu'on boit beaucoup. On transpire beaucoup. Pas vraiment. On urine beaucoup, on boit beaucoup, on perd du poids alors qu'on a de l'appétit qui est maintenu. Le diabète est une des rares maladies au cours desquelles on perd du poids en mangeant beaucoup. Quand le diabète est très déséquilibré, vous mangez beaucoup, mais vous perdez du poids malgré tout. Parce que vous perdez beaucoup d'énergie. Ce qui se passe en fait, l'excès de sucre qu'il y a dans le sang va se retrouver dans les urines. On va perdre donc du sucre par les urines. C'est ce qui fait que, par exemple, nos parents du village ont remarqué que les personnes diabétiques, quand elles urinent, les fourmis viennent se mettre sur ces urines-là. Parce que les urines sont sucrées. Le sucre passe à travers les urines parce qu'il est en excès dans le sang. Mais le sucre passant en excès dans les urines, vous perdez de l'eau avec le sucre. Donc vous vous déshydratez. Le corps va manquer d'eau et vous avez soif. Donc le couple uriner beaucoup et boire beaucoup parce qu'on a beaucoup soif est très évocateur de diabète. Et lorsqu'on a ce symptôme, en 5 minutes, ces symptômes, en 5 minutes, on peut faire le contrôle et affirmer que la personne est diabétique ou pas. Quelles sont les formes, les types de diabète qu'on peut comprendre tout à l'heure et à quel moment peut-on parler de complications? Ok. Avant de revenir aux formes, donc, vous m'aviez posé une question à laquelle je n'avais pas complètement répondu. Lorsqu'on trouve le diabète, où faut-il s'adresser? Voilà, tout à fait. Alors, à Conakry, nous avons 2 services spécialisés. Le service que je dirige à Donka, qui est un service d'adultes, et puis le service de diabétologie pédiatrique, parce que comme vous le savez, il y a maintenant des cas de diabète de l'enfant.
À l'intérieur du pays, nous avons des unités spécialisées de diabétologie dans tous les hôpitaux régionaux. Donc, de Kindia à Zérékoré, Boké, on a des équipes spécialisées qui sont parfaitement, qui ont toute l'expérience qu'il faut, toute l'expertise qu'il faut pour suivre les situations les plus courantes. De temps en temps, il y a des complications et là, ça oblige les patients à revenir à Conakry, mais pour l'immense majorité des patients, ils peuvent se soigner dans les régions et donc à Conakry. Nous réfléchissons actuellement à baisser, à rapprocher encore davantage l'offre de soins des patients. Parce que quand vous habitez un village très reculé et que vous devez traverser 200-300 km, vous devez parcourir 200-300 km avant d'arriver à l'hôpital régional, c'est quand même beaucoup pour une maladie chronique qui dure toute la vie. Donc, nous réfléchissons à l'idée de mettre en place des unités, peut-être pas spécialisées, peut-être plutôt des unités intégrées au niveau de toutes les préfectures, ce qui permettrait... unités d'urgence, quoi. Exactement. Alors, pour en revenir maintenant au type de diabète, si on fait simple, on peut dire qu'il y a 3 types de diabète. D'accord. Bon, allez. Ça peut dépasser donc. Oui, il y en a malheureusement. Il n'y a pas un diabète, il y a des diabètes. Mais pour simplifier, on va prendre 4 types de diabète. 4. Tous les diabètes, sans exception, ont pour dénominateur commun l'excès de sucre, donc les risques de complications dont je vous ai parlé. Évidemment, lorsque j'ai pris l'exemple tout à l'heure du sel qu'on met sur la barre de fer, attention, si vous mettez 1 tonne de sel sur une barre de fer, ça peut casser tout de suite. Donc, quand on monte à des niveaux très élevés de sucre, 5 grammes, 6 grammes, 7 grammes, 10 grammes, alors on risque le coma immédiatement et on risque le décès. Ça, ce sont des situations heureusement rares. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des situations de 3 grammes, 4 grammes pour développer des complications au bout de plusieurs années parce qu'on a un taux de sucre qui n'est pas contrôlé et qui va avoir cet effet de corrosion-là. Donc, tous les diabètes, ça répond à une question. Il n'y a pas de petit diabète. Il n'y a pas de petit diabète. Il n'y a pas un diabète moins grave que l'autre. Le premier au type 1 égale à type 2. Hein? En termes de complications, de risque de complications, c'est exactement identique. Exactement. Ce qui diffère, c'est les causes qui vont conduire à l'excès de sucre et donc les moyens que les médecins vont utiliser pour traiter. Si je commence par le diabète de l'enfant, ce n'est pas la situation la plus courante, mais bon, ça peut atteindre presque quand même 10% du total des diabètes dans un pays. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable. Le diabète de l'enfant, l'excès de sucre est dû au fait que le corps va arrêter de fabriquer l'insuline. L'insuline, c'est la seule hormone qui permet de contrôler le taux de sucre, d'empêcher que le taux de sucre ne monte. Quand vous mangez, pour ne pas que votre taux de sucre monte, votre corps va fabriquer plus d'insuline. Quand vous êtes à jeun, il va en fabriquer moins. Donc vous voyez, c'est très bien réglé, c'est automatique. Dès que vous mangez, il va fabriquer beaucoup d'insuline. Quand vous mangez moins? Quand vous mangez moins, il en fabrique moins. Chez les enfants diabétiques, le corps a arrêté de fabriquer l'insuline. Donc, en permanence, le taux de sucre est haut. Augmente. Et ils peuvent arriver à des niveaux de glycémie, de taux de sucre tellement élevés que l'enfant peut mourir. Malheureusement, c'est la situation, je dois dire, c'est une situation qui n'est pas très rare, de voir des enfants qui deviennent diabétiques. Le taux de sucre monte beaucoup, ils urinent beaucoup, ils boivent beaucoup, ils perdent du poids, ils entrent même parfois dans le coma, ils viennent à l'hôpital ou ne viennent pas à l'hôpital, malheureusement. On ne pose pas le diagnostic de diabète. On dit c'est déshydratation, c'est paludisme, etc. Ces enfants meurent et n'apparaissent dans aucune statistique officielle parce qu'on n'a pas su qu'ils sont morts de diabète. Donc, ces cas de diabète de l'enfant, c'est des maladies aiguës. Il n'y a plus d'insuline. Il faut leur apporter de l'insuline. S'ils n'ont pas d'insuline, ils meurent dans les semaines qui suivent le début de la maladie. C'est une maladie aiguë. Elle arrive, il faut que l'enfant ait la chance de trouver quelqu'un qui va reconnaître la maladie et on va lui apporter ce qui manque, l'insuline. S'il a ce qui lui manque, les piqûres d'insuline, il redevient comme n'importe quel autre enfant. Simplement, il faudra lui apprendre à l'enfant
et à sa famille à augmenter et à diminuer les doses, comme le fait l'organisme normal. Tout à fait. C'est-à-dire, attention, quand tu manges, tu dois te piquer. Quand tu fais de l'activité physique, tu dois piquer moins, etc. Donc cette flexibilité, c'est ça qu'on doit apprendre à l'enfant. Mais une fois qu'on lui a donné ce qui lui manque dans le corps, l'insuline, à travers les piqûres, et qu'on lui a appris la flexibilité, il est exactement comme n'importe quel autre enfant. Et on a beaucoup de ces enfants-là qui sont des garçons, des jeunes filles extraordinaires, qui réussissent à l'école, qui sont formidables, qui s'épanouissent, qui vivent leur vie. C'est le moment de dire que dans ce type de diabète-là, les enfants-là ne sont pas diabétiques parce qu'ils n'ont pas mangé ce qu'il faut. Ils ont un diabète parce que leur corps a arrêté de fabriquer de l'insuline. Donc, il n'y a aucune raison de se mettre à les mettre sous régime, à les contraindre, à les contrôler, etc. Il faut leur donner le médicament, leur donner les appareils pour se contrôler le taux de sucre, leur apprendre la flexibilité nécessaire pour qu'ils vivent comme n'importe quel autre enfant. Et puis donc, il y a le deuxième type de diabète, le diabète de l'adulte. C'est la situation la plus fréquente. Le diabète de l'adulte, là pour le coup, le corps continue à fabriquer de l'insuline, mais c'est l'utilisation de l'insuline qui ne se fait pas bien. L'utilisation de l'insuline ne se fait pas bien parce qu'il y a ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Il y a de la résistance à l'action de l'insuline. Cette résistance à l'action de l'insuline est créée par le manque d'activité physique, par l'obésité, par une alimentation inadaptée. Inadaptée, c'est trop riche en sucre, trop riche en sel, trop riche en gras, insuffisamment riche en légumes, insuffisamment riche en fruits. Voilà. Donc, il y a toute une série de comportements. Vous avez vu que ce sont des comportements qui vont créer ce diabète. Je ne fais pas assez d'exercice physique, je prends du poids, je mange inadapté, je ne fais pas d'exercice. Voilà. Je fume. On sait depuis longtemps que le tabac, ça entraîne le cancer des voies respiratoires et tout ça là. On sait de manière plus récente que le tabac augmente les risques de diabète. Alors, ce deuxième type de diabète-là, qui est dû principalement à des problèmes de comportement, ce diabète-là, il est aussi héréditaire, en partie. C'est-à-dire que si vous avez votre père, votre mère, votre tante, etc., qui est diabétique, alors vous êtes plus à risque d'être diabétique que quelqu'un qui n'a pas de diabétique dans sa famille. Alors, je voulais même poser la question, quelles sont les personnes prédisposées, des personnes à risque, qui sont... Ce sont des personnes... C'est déjà des personnes qui ont des antécédents, qui ont dans leur famille des personnes qui ont eu du diabète. Ouais. Alors, quand on a dans sa famille des personnes qui ont eu déjà le diabète, alors il faut faire attention à contrôler les autres facteurs de comportement qui vont pouvoir aggraver la situation. Donc, deuxième type de diabète. Dans ce deuxième type de diabète-là, comme vous l'imaginez, les médecins vont certes donner des médicaments, mais ils vont surtout agir aussi sur les mesures sur les comportements. Ils vont recommander une alimentation plus équilibrée et donner des conseils dans ce sens. Ils vont recommander une plus grande pratique de l'activité physique. Ils vont recommander l'arrêt du tabac, etc. Parce que ce sont ces choses-là qui ont contribué à faire apparaître le diabète. Et puis, on a un troisième type de diabète. Ce troisième type, c'est le diabète de la grossesse. On a un certain nombre de femmes qui, au cours de la grossesse, vont développer, comme dans le diabète de type 2, une insulinorésistance. Donc, même mécanisme. Et ça peut être aggravé par les mêmes choses. C'est-à-dire que, malheureusement, un certain nombre de femmes pensent qu'en attendant un bébé, en étant en grossesse, elles doivent manger pour deux. Elles doivent manger trop sucré. C'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs. Oui. Ce qui n'est pas juste. Pour deux. Ce qui n'est pas juste. Alors, le fait de ne pas contrôler son alimentation pendant la grossesse, le fait de ne pas faire un peu d'exercice physique, je ne parle pas de sport, je parle bien d'exercice physique. Faire la marche aussi. Exactement. Ceci va conduire à une prise de poids excessive pendant la grossesse, donc à un risque plus élevé d'avoir du diabète. Et ce diabète, d'ailleurs, va apparaître dans la deuxième moitié de la grossesse et conduire à faire des bébés qui sont gros,
parce que ce sont des bébés qui ont reçu trop d'énergie, trop de sucre pendant la grossesse. Ça fait des bébés qui pèsent plus de 4 kilos à la naissance. Alors, ces bébés qui pèsent plus de 4 kilos à la naissance, il ne faut pas féliciter la femme et lui dire « Madame, vous avez un beau bébé ». Pas du tout. Il faut vous dire « Il y a problème. Il y a eu problème pendant la grossesse. Il y a probablement eu du diabète de grossesse qui n'a pas été diagnostiqué, qui n'a pas été traité. » Alors, c'est important le diabète de grossesse. Pourquoi? C'est important d'abord pour la mère qui a eu ça. Parce que quand on a eu un diabète de grossesse, ça montre qu'on a un problème avec le contrôle du taux de sucre. C'est vrai que le diabète de grossesse va disparaître à l'accouchement. Mais les femmes qui ont eu du diabète de grossesse, elles sont à risque de devenir diabétiques tout court dans les années qui suivent. Donc c'est important pour ces femmes-là, dès après l'accouchement, de mettre en place les mesures de contrôle du poids, d'activité physique, d'arrêt du tabac, etc., voilà, pour faire en sorte de réduire leur risque de devenir diabétique. Et on sait de manière très récente maintenant que les enfants qui ont été conçus dans un contexte de diabète de grossesse sont plus à risque quand ils deviendront adultes. D'obésité, d'hypertension, de diabète, de cancer. Donc c'est très important, c'est vraiment très très important de dire aux femmes qui attendent des bébés, ne prenez pas beaucoup de poids et un peu d'activité physique, contrôlez votre alimentation et dès que vous avez accouché, essayez de retrouver votre poids normal, votre poids d'avant la grossesse. Donc voilà, troisième type de diabète. Et puis quatrième type de diabète, on peut dire les diabètes secondaires, c'est-à-dire les diabètes qui vont être créés par une autre maladie. Nous avons dans le corps des glandes qui vont fabriquer beaucoup d'hormones, et parmi les glandes qui fabriquent les hormones, il y a des glandes qui, en fabriquant un excès de l'hormone, ces hormones-là peuvent avoir pour effet de faire monter le taux de sucre. C'est par exemple les glandes surrénaliennes. Elles vont fabriquer des corticoïdes. L'organisme normal fabrique des corticoïdes, on en a besoin. Mais quand le corps est malade et fabrique trop de corticoïdes, c'est pas normal aussi. Ça va faire monter le taux de sucre et donc créer du diabète. Ça, c'est du diabète secondaire. Mais de la même manière, nos sœurs, nos frères, qui utilisent les crèmes pour se dépigmenter, les crèmes corticoïdes, et toutes sortes de corticoïdes d'ailleurs, qu'on les avale ou qu'on les mette sur la peau, ces corticoïdes vont avoir exactement le même effet. Ils auront tendance à faire monter le taux de sucre, donc risque de diabète, à faire monter le niveau de pression artérielle, donc risque d'hypertension. D'accord. Alors, vous avez cité les 4 types de diabète. Hein? Oui. Il peut y avoir d'autres types. Hein? Non. Oui. Vous ça, ces 4. Hein? C'est plus important. On va s'en tenir à ces 4-là. À ces 4-là, je crois que tout a été dit. Et, professeur Nabi, parlez-nous un peu de la prise en charge. Comment ça se passe chez vous? Ok. Alors, le diabète de l'enfant, comme je vous ai dit, nous avons la chance en Guinée d'avoir un programme, cité un exemple. Nous avons de l'insuline pour ces enfants, nous avons des bandelettes, au moins dans les structures de soins dans lesquelles nous avons des unités de diabétologie. Nous en avons donc 2 à Conakry et puis une dans chacune des régions. Je vous ai expliqué que nous essayons maintenant d'avoir quelque chose de plus bas dans la pyramide sanitaire pour faciliter l'accès. On n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là dès lors que le diagnostic est porté. La difficulté pour le diabète de l'enfant, c'est malheureusement quand on ne sait pas que l'enfant a le diabète et qu'il n'a pas donc l'insuline qu'il lui faut et qu'il va mourir. C'est pour ça que nous réfléchissons dans cette réunion de haut niveau-là. Il y a eu des initiatives. Nous discutons avec Plan International en Guinée. Il y a des initiatives pour sensibiliser la population, les parents, leur dire, vous savez, un enfant peut être diabétique, un bébé peut avoir le diabète. Le plus jeune enfant que nous suivons a eu son diabète lorsqu'il avait quelques mois, même pas 1 an. De la naissance. Oui, absolument. Donc c'est important que les familles, les communautés sachent qu'un enfant peut être diabétique. Quand un enfant urine beaucoup, qu'il boit beaucoup, il faut se dire que peut-être cet enfant est diabétique. Quand un enfant était propre, est propre, c'est-à-dire ne fait plus pipi au lit la nuit, et recommence à faire pipi la nuit, il faut se dire, c'est peut-être parce que la quantité d'urine a augmenté, voilà pourquoi il ne peut pas aller tout le temps aux toilettes. Oui. Il va de temps en temps donc faire pipi au lit. Le fait de faire pipi au lit, ça doit alerter les parents à faire attention. S'il boit beaucoup, qu'il a soif, qu'il est fatigué, il faut l'amener à l'hôpital en disant... Il se réveille la nuit aussi pour demander de l'eau. Exactement.
il faut donc en parler et aller à l'hôpital pour faire un test. Malheureusement, les plus petits, ceux qui ne peuvent pas réclamer l'eau, c'est là où il y a le plus de difficultés. Donc, Tout il à faut fait. sensibiliser. Globalement, si votre enfant ne va pas bien, qu'il est déshydraté, il faut l'amener à l'hôpital et c'est très facile de faire ce test. En quelques secondes, on a la réponse. Et puis, le gros lot de nos patients diabétiques maintenant, le diabète de type 2, celui de l'adulte, là, il faut des mesures, mais absolument à tous les niveaux. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a, avec Monsieur le Premier ministre, mobilisé le gouvernement. Comme vous le savez, ce diabète est dû à des problèmes de comportement. Ces comportements s'inscrivent dans des déterminants sociaux. Vous ne pouvez pas faire de l'exercice physique s'il n'y a pas de trottoir. Vous ne pouvez pas faire de l'exercice physique s'il n'y a pas d'aire de jeu. Vous ne pouvez pas faire de l'exercice physique si à l'école, on ne valorise pas l'exercice physique. Le sport. Donc vous voyez déjà les départements ministériels, la société civile, ils ont leur place là. Quand vous voulez que les gens mangent sain, ou mangent en tout cas quelque chose qui va maintenir leur santé, il faut plus de fruits, il faut plus de légumes, donc il faut que ce soit accessible. D'accord. Donc, vous avez Accessible touché aux populations. tous les aspects, hein. Quand on veut que les enfants, notamment ceux qui sont les plus fragiles, ne soient pas exposés à la publicité abusive sur les boissons sucrées, les boissons sodas. alcoolisées, Oui. le tabac, vous voyez les mesures qu'il faut faire. Lorsqu'aujourd'hui, Madame Sissoko, vous regardez ce qui se vend comme alimentation autour de nos écoles primaires, ce n'est pas acceptable. Nous devons faire quelque chose. Tout ce qu'on donne à manger à nos enfants, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon pour la santé. Pas du tout. C'est trop salé, c'est trop gras, c'est trop sucré. Trop exposé. Hein. Exactement. Il n'y a pas Donc, d'hygiène du tout. donc, vous voyez bien qu'il y a là des mesures transversales. Ce n'est pas que le problème du ministère de la Santé. Non. Alors, quand on prend le cas du tabac, comme vous le savez, nous n'avons pas encore toute l'architecture juridique nécessaire. On n'a pas encore toutes les mesures d'application qu'il faut pour tirer nos compatriotes qui sont des fumeurs de ce lot, hein. Oui, je trouve pas mon mot. De cette addiction, il faut qu'on réussisse à les sortir du tabac. Et pour ceux qui ne sont pas fumeurs, il faut qu'on les protège du tabac. Et les protéger du tabac, c'est contrôler la publicité, c'est taxer le tabac, c'est arrêter la vente au détail. C'est toute une série de choses qu'il faut faire, qui ne relèvent pas forcément du ministère de la Santé. Tout à fait. Donc, on a parlé de l'alimentation, on a parlé du tabac, on a parlé de l'activité physique, mais même les transports ont leur part à prendre dans cette lutte-là. Je vous ai dit, le manque d'activité physique, je ne sais pas si vous êtes parti récemment en Occident, vous savez que quand vous y allez, vous marchez de chez vous à la bouche de métro ou à l'arrêt de bus, et quand vous sortez du bus, vous marchez de là jusqu'à l'endroit où vous allez. Tout à fait. À Conakry, on ne peut pas faire ça. Pourquoi ? Nous n'avons pas de métro, mais il n'y a même pas de trottoir. Hein. On n'a pas les bus, le système de transport public fiable, confortable dont on a besoin. Non. Conséquence, chacun de nous prend sa voiture, tous ceux qui peuvent. D'accord. Donc du coup, aucune activité physique. Et même les plus pauvres, C'est pas pour vous prennent des taxis-motos. Oui. Pas de sport, pas de... les conditions donc ne sont pas créées parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Cette prise de conscience est là maintenant. C'est transversal. Hein. Oui. On a touché tous les secteurs, disons tous les secteurs. Et professeur, le téléphone a commencé à sonner. Moi, je voulais savoir comment prévenir la maladie, le diabète, en quelques mots, avant de prendre cet appel. Très simple. D'accord. Diabète de l'enfant, type 1. Nous avons des médicaments pour prévenir la survenue du diabète, mais ces médicaments sont tellement difficiles à manipuler que partout dans le monde, y compris dans les pays les plus riches, on préfère encore piquer de l'insuline aux enfants. Pour le gros lot, le diabète du type 2, la prévention, c'est ce dont on a parlé là. Il faut que les Guinéens puissent manger plus sain, qu'ils aient plus accès aux fruits, plus accès aux légumes, restauration collective de qualité, pas manger dans la rue,
etc. Professeur, Faire plus vous d'activités Vous avez physiques. touché à tous les aspects. Très bien. Tous les aspects. Très bien. Alors, le Guinéen, alors les téléspectateurs qui nous suivent, cette émission doit servir à tout un chacun de prendre le minimum de dispositions, de bien manger. Les fruits coûtent excessivement cher à Conakry. Et puis, légumes, il n'y en a pas assez parce que le Guinéen... Et on Bon. pense aussi que les Bon. fruits ne font pas partie du repas. On pense que c'est quelque chose qu'on doit prendre un peu comme ça quand on a Non, envie. ça fait partie du repas. Mais Ça fait partie du repas. malheureusement, il y a un certain nombre de mes patients qui pensent que le fruit, on le prend quand on peut. Alors que ça doit Ou les fruits sont intégralement... même réservés à une catégorie de personnes. Exactement. Il y en a qui pensent comme ça. Exactement. Alors, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Une orange, une banane par jour, ou 2 fruits par jour, ou 3 si on ne peut pas avoir les Ce qu'on 5 dit, fruits par jour. c'est 5 portions. oui. 5 portions Mais de si on ne fruits peut pas par jour. avoir toutes ces portions-là, parce que chez nous, il y a beaucoup de fruits qui manquent. Hein. Donc, si on peut prendre une ananas, une orange, une banane par jour, 3 fruits par jour. Ou 3 portions du même fruit, Par parce qu'il y a jour. des périodes de l'année où Oui, on n'a par pas exemple, tous c'est la ces période fruits. de l'ananas, oui. Alors, Des portions, pas un fruit entier, des non, portions. Non, des portions. On n'a pas de nom. C'est des portions, on demande. Alors, professeur, vous avez parlé de... On a dit tout à l'heure, il faut aller à l'hôpital pour se faire dépister. Est-ce que le dépistage est-il gratuit dans nos structures sanitaires? Alors, le téléphone sonne. Le dépistage n'est pas gratuit, on le fait gratuit qu'à l'occasion des Journées mondiales du diabète. À part ça, il n'y a pas d'autres journées Non. réservées pour le dépistage? Non. Compte tenu du fait que la croissance ou l'augmentation du taux de... Non. Alors, il faut Mais il y a revoir ce aussi dépistage-là qui est organisé dans les entreprises. Non, dans les structures sanitaires, pas dans les entreprises. Parce que le Guinéen moyen, si ce n'est pas gratuit, il faut revoir aussi ce volet-là pour le Guinéen moyen. Peut-être augmenter ces campagnes de dépistage. Voilà, gratuit. Oui. Voilà. Alors, professeur, le téléphone sonne, on va prendre. Mais moi, j'ai consulté ou j'ai contacté quelques personnes malades. Oui. Alors, qui ont voulu vous poser directement. Ils pensent que le téléphone, des fois, ça ne passe pas. Pas de souci. Alors, très rapidement, vous avez parlé de diabète type jusqu'à 3 types, 4 types plutôt. Oui. Alors nous, on s'est arrêté à 3, donc les 4 types. Est-ce que ces types sont-ils compatibles? Le sport est compatible à ces types de diabète? Ok. Le sport, le diabète, sont-ils compatibles? Absolument, c'est même recommandé. Alors, vous m'avez entendu parler. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. C'est pour satisfaire à ceux dont tout on a le posé, monde, tout on a le monde, demandé. tout le monde, tout le monde. Alors, le diabète un diabétique a-t-il droit au miel, à la banane? La réponse est oui, Et non. mais. Voilà. Il y a un mais. donc, Le mais, c'est qu'il faut être parfaitement contrôlé, avoir D'accord. son diabète parfaitement contrôlé. D'accord. Et il faut que ça se situe à l'intérieur d'un repas. Donc, il y a des conditions vraiment très particulières. Alors. Si on veut simplifier le message, il vaut mieux dire non. Alors, Mais il y a des circonstances dans lesquelles c'est possible, oui. D'accord. Alors, vous nous suivez, donc vous avez compris, le diabète empêche-t-il une bonne érection? La réponse est oui. Alors, la personne à qui on a demandé, la réponse est oui. Un diabétique a-t-il... On peut peut-être expliquer rapidement pourquoi. Peut-il manger... Alors, vous reviendrez tout à l'heure. Peut-il manger du riz de chez nous? Mais bien sûr. Alors, Il n'y a aucun aliment interdit. alors Les interdits alimentaires, c'est fini dans la prise en charge du diabète. Une C'est bonne fini. érection. Une Oui. bonne érection pour Oui. un diabétique. Expliquez très rapidement. Alors, le diabète, ça peut entraîner des difficultés d'érection. Pourquoi? Parce que le diabète peut entraîner une corrosion des vaisseaux. C'est ce que je vous expliquais en début d'émission. Donc, quand les vaisseaux sanguins sont bouchés, le sang qui afflue au niveau de la verge chez l'homme et qui crée l'érection n'a pas de route pour arriver. Donc, du coup, ça fait que il peut y avoir des difficultés d'érection. Il peut y avoir aussi des difficultés d'érection parce que les nerfs qui commandent à l'érection ont un problème. Cependant, ce que je veux vous dire, il y a depuis maintenant plus de 15-20 ans des traitements absolument efficaces pour toutes les situations de difficulté d'érection. Il faut en parler avec les soignants. Les médecins ont les médicaments qu'il faut pour ça. Ce n'est pas une fatalité. Il ne s'agit pas de dire, allez, j'ai des problèmes d'érection, c'est fini, ma vie sexuelle s'arrête là. Ce n'est pas juste. Nous avons des solutions. Alors, notre petite dernière question, le diabète peut-il rendre infertile?
Non, il n'y a pas de lien entre infertilité et diabète, pas de lien direct tout au moins. D'accord. Il y a quelques situations très particulières dans lesquelles, chez l'homme, au lieu que l'éjaculation ne se fasse vers l'extérieur, l'éjaculation se fait dans les urines et les spermatozoïdes se retrouvent donc dans les urines. Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'on disait d'ailleurs On parlait des difficultés de... C'est vide. Allez-y, professeur. Oui. Donc, le diabète peut entraîner des difficultés, effectivement. Le diabète peut entraîner des difficultés d'érection, mais le diabète n'entraîne pas de difficultés de reproduction. D'accord. Dans quelques cas très particuliers, chez l'homme, on peut avoir, au lieu que les spermatozoïdes donc, qui se trouvent dans le sperme, qui vont créer le bébé, au lieu que ces spermatozoïdes-là ne sortent, ils se retrouvent à l'intérieur des organes dans les urines. Alors, le téléphone, on n'a pas un problème technique, hein, pas un problème technique. Nous continuons. Professeur, aujourd'hui, dans votre structure, est-ce que l'on peut savoir les statistiques des personnes qui sont passées là-bas, les statistiques au niveau des diabétiques? Ok. Ce que nous avons de correctement fait, c'est les statistiques concernant le diabète de l'enfant. Chez l'enfant diabétique, nous savons exactement le nombre d'enfants que nous suivons et donc du coup on peut affirmer que ce nombre augmente. Nous sommes passés de 44 enfants suivis en 2009 dans toutes les structures de diabétologie en Guinée à 505 enfants en 2016. Donc ces statistiques-là sont des statistiques de... Ce sont des statistiques de... Merci. Ce sont des statistiques du mois passé. Voilà. Et deuxième chose, concernant maintenant les statistiques pour l'adulte. Pour l'adulte, nous n'avons pas de réponse claire. Ce qu'on peut dire, c'est que par jour, à Donka, nous voyons maintenant entre 50 et 75 malades par jour. Et que dans ce lot-là, nous en avons à peu près 10% qui sont des nouveaux cas. Nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle le registre du diabète. Parce que la difficulté, elle est où? Le diabète, c'est une maladie dans laquelle, donc il faut revenir à intervalles réguliers, se faire suivre. Il ne faut pas qu'on compte le même patient plusieurs fois, parce qu'il est venu plusieurs fois. Donc il faut avoir un système d'identification unique qui permette de ne pas se tromper. Voilà pourquoi je ne peux pas vous donner de manière précise le nombre de sujets adultes que nous suivons. Pour les enfants, ça c'est correctement fait. Pour les adultes, c'est juste en cours. Mais je peux vous donner les chiffres au sein de la population générale. Nous sommes à 3,5% de la population générale, ce qui est énorme. Et quand vous arrivez à des âges, quand vous considérez les adultes, c'est 6,6% de la population. Et quand vous regardez les personnes qui ont 50 ans et plus, c'est plus de 10%, plus d'une personne sur 10. Oui. D'accord. Alors, professeur, un conseil avant de prendre cet autre appel. Un conseil aux diabétiques et à tous ceux qui nous regardent. Ok. Le conseil, c'est de dire, le diabète, c'est une maladie qui est fréquente. Le diabète touche tout le monde. Enfants, adultes, personnes âgées. Le diabète touche autant les hommes que les femmes. Le diabète touche autant les riches que les pauvres. Donc, il faut se sentir concerné et regarder si on est à risque. On a ce qu'on appelle des scores de risque. On peut calculer. Ce score-là est déterminé pour un individu particulier son risque d'être diabétique. Alors, on a perdu l'appel. En fonction de ce niveau de risque-là, il faut réaliser des bilans plus ou moins rapprochés. Lorsqu'on prend de l'âge, en tous les cas au-delà de 40 ans, il vaut mieux régulièrement contrôler sa glycémie comme on contrôle sa tension. Allô? Allô? Oui? Allô? Allô, oui. Je vous appelle depuis Dakar. Oui, merci. Éloignez-vous un petit peu de votre récepteur. Voilà, on a perdu. Il y a un monsieur qui nous a appelé depuis Dakar. Alors, c'est pas grave. Il va rappeler. Il va certainement rappeler. Allô? Allô? Voilà, il veut écouter quoi. Allô?
Allô? Bonsoir, madame. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Allô? Allô, oui, bonsoir, madame. Oui. Comment vous vous appelez? Éloignez-vous un tout petit peu de votre récepteur. Allô, oui. Madame Sissoko? Oui, éloignez-vous de votre récepteur. Il y a trop de bruit. Allô? 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 Bon, éloignez-vous de votre récepteur, il y a trop de bruit, rappelez un peu plus tard. Il y a un autre appel. Allô? Allô, oui, ça va? Oui, bonsoir, messieurs. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle M. Lancet de Camara, je vous appelle depuis la vie. Nous vous écoutons, messieurs. Bon, j'ai en train de suivre la télévision guinéenne là. Oui, J'ai vu votre numéro affiché en bas de mon écran. oui. Le docteur vient de parler que le diabète peut entraîner l'élimination du sperme par la voie urinaire. Mhm. Bon, comment peut-on qualifier ce type de diabète? Parce que D'accord. moi, je suis professeur de biologie. Mhm. Je reconnais deux types de diabète. Mhm. Il y a le diabète sucré et le diabète insipide. D'accord. Donc, comment peut-on qualifier le type de diabète qui peut entraîner l'élimination du sperme par la voie urinaire? J'espère que, professeur, vous avez compris. Oui, oui, oui. Alors. Bonjour, chers messieurs. Alors, lorsqu'on parle de diabète en général, on sous-entend qu'on parle de diabète sucré. Pourquoi? Pour ce que je vous ai expliqué, les urines sont sucrées. Les médecins, les tout premiers médecins n'avaient pas les appareils pour contrôler le taux de sucre et ils goûtaient en fait les urines de leurs patients. D'accord. Et en goûtant les urines de leurs patients, ils se sont rendus compte, mais c'est la vérité, ils se sont rendus compte, c'était des gens très très braves, hein. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes qui avaient les mêmes symptômes, c'est-à-dire uriner beaucoup, boire beaucoup, alors que dans un groupe, l'urine est sucrée et dans l'autre groupe, l'urine n'est pas sucrée. Le groupe où l'urine est sucrée, on a appelé cela le diabète sucré. Le groupe où l'urine n'est pas sucrée, on a appelé cela diabète insipide. Insipide parce que ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Le diabète insipide est une maladie extrêmement rare, très très rare. C'est une maladie endocrinienne dont je m'occupe. Depuis que j'exerce en Guinée, je n'ai vu que 2 cas de diabète insipide. C'est pour vous dire, c'est extrêmement rare. C'est dû à un problème de sécrétion d'une hormone qui est sécrétée dans le cerveau, qu'on appelle l'hormone antidiurétique, l'hormone qui empêche d'uriner. Quand il y a un manque de cette hormone-là, donc quand il manque l'hormone qui empêche d'uriner, on va uriner beaucoup. Et donc on va boire beaucoup. Mais comme cela n'a rien à voir avec le sucre, les urines vont rester insipides. C'est très très rare. Donc quand on dit diabète tout court, on sous-entend diabète sucré. Dans ce diabète sucré, il y a plusieurs sous-types de diabète. Nous avons choisi dans le cadre de cette émission de parler de 4 types, on va dire les plus importants. Allô? Allô? Donc le temps que vous ayez un autre appel, le monsieur posait la question de quel type de diabète peut entraîner justement cette éjaculation. On parle d'éjaculation rétrograde. Donc au lieu que l'éjaculation ne se fasse vers l'extérieur, ça se fait vers les voies urinaires, c'est ce que je vous expliquais, et ça fait que on peut avoir des problèmes de fertilité. Évidemment, ça touche tous les types de diabète, bien sûr. Les complications, les risques de complications, comme je vous l'ai dit, c'est commun à tous les types de diabète sucré. Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Kamara Lansana Bissiri, je réside à Matiatouré. Nous vous écoutons, Allô? monsieur Touré, oui. Allez-y. Ma question est la suivante. Oui, côté une petite quantité de sucre avant le sport, cela n'a pas de conséquences?
Reprenez. J'ai dit, Oui. goûter à une petite quantité de sucre avant le sport, cela n'a pas de conséquences. Hein. D'accord. Ben, je ne peux pas vous répondre, le médecin est là pour vous. Chers messieurs, le sucre en tant que tel n'est pas du tout nécessaire ni indispensable. Le sucre, notamment le sucre de table et donc les boissons sucrées que nous avons sous la main, je répète, ce ne sont pas des aliments indispensables. Ce n'est pas indispensable. Si vous regardez comment la préparation physique des sportifs est faite, ce qu'on leur donne à manger, ce sont des fruits, des sucres complexes. C'est des pâtes, c'est du riz, etc. C'est pas du coca, c'est pas du Fanta, c'est pas, etc. Voilà. Donc, je voulais ajouter aussi que parce qu'on a fait du sport et donc qu'on a fait de l'activité physique, on a dépensé de l'énergie, on n'est pas obligé de boire des boissons sucrées. Si on le fait de manière systématique, on perd en partie le bénéfice qu'on a eu en pratiquant l'exercice physique. Les boissons énergisantes ne sont pas nécessaires. Elles peuvent annuler en grande partie ce qu'on a gagné par la pratique de l'exercice physique. Ce qu'il faut, c'est boire de l'eau. De l'eau, beaucoup. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, vous allez bien? Oui, comment vous vous appelez et d'où vous nous appelez? Moi, je suis Gata Sylvie. Hmm? Gata Sylvie. Vous dites? Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Comment vous appelez et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Siaka Sylvie. Je suis au Mali. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Sidibé. Au Mali. Du Mais Mali. quels seront les remèdes pour le diabète? Les remèdes pour les diabètes, hein? Oui. Les remèdes, hein? Alors, les remèdes pour le diabète, il faut commencer par dire qu'il n'y a pas que les médicaments. Pour soigner une personne diabétique, il faut s'attaquer à ce qui a créé le problème. Chez les enfants, comme je vous ai dit, ce qui a créé le problème, manque d'insuline, on remplace l'insuline, on fait en sorte d'apprendre à la manipuler et on a résolu l'essentiel des problèmes. Pour la grosse partie, les cas les plus fréquents de diabète, le diabète de l'adulte, le diabète de type 2, ce qui a créé la maladie, c'est le manque d'activité physique, c'est la mauvaise alimentation, c'est la prise de poids, c'est le tabac. Voilà. Donc, il ne faut pas commettre l'erreur de penser qu'on va régler ça juste avec un comprimé qu'on avale. Le comprimé va aider, mais il faudra faire plus d'activité physique, il faudra arrêter de fumer, il faudra arrêter de boire de manière abusive, il faudra avoir une alimentation plus saine, etc., etc. Donc c'est ce que je dis. Donc, dans le diabète de l'enfant, on commence par des piqûres, c'est les piqûres qu'il faut apporter. On ne sait pas encore donner de l'insuline par la bouche, on la donne en piqûre. Chez l'adulte, il y a toute une série de comprimés qui vont aider à améliorer l'utilisation de l'insuline, puisque le problème, c'est l'utilisation de l'insuline. Et pour le cas particulier de la femme enceinte, de temps en temps, c'est de l'insuline, mais parfois, on peut donner aussi des comprimés, en plus de l'exercice, de l'alimentation et tout ça. Et pour les diabètes secondaires, ceux qui sont dus à des maladies, alors il faut soigner la maladie. Allô? Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais poser une question. Oui, très rapidement, on n'a plus le temps. Ah oui. Oui, oui, je dis. Oui. Allô? Ah oui, nous vous écoutons, allez-y, on n'a plus le temps. Moi, ça m'arrive beaucoup d'uriner beaucoup. Dès que je mange, je bois un peu. J'urine beaucoup. Oui. Dès que je mange, j'urine. Par exemple, pendant la saison pluvieuse, il m'arrive d'uriner plus de 10 fois par jour. D'accord. Ça, c'est pas normal, chers messieurs. Je pense que vous devez vous faire examiner. Commencez par contrôler votre taux de sucre. Si ce taux de sucre se révélait normal, alors il faut aller regarder du côté de la prostate. D'accord. OK. Alors, on a encore des appels. Le temps qui nous est imparti est déjà, nous sommes arrivés au terme. Alors, avant de remercier notre invité du jour sur le diabète,
on termine toujours par une note de santé, mais aujourd'hui, on va le faire avant. Ok. À l'échelle mondiale, ce n'est pas moi qui le dis, on estime 422 millions d'adultes vivaient avec le diabète en 2014, et comparé à 108 millions en 1988, 1,5 million de décès annuels par liés au diabète. Ce rapport mondial de l'OMS sur le diabète souligne l'énorme ampleur du problème du diabète, aussi la possibilité d'inverser les tendances actuelles. Le pouvoir public, les prestataires de soins, les personnes diabétiques, la société civile, les fabricants et fournisseurs de médicaments et de technologies. Les technologies peuvent contribuer de manière significative à l'arrêt de l'augmentation du diabète. C'est exactement ce que nous avons fait, Madame Sissoko, à la D'accord. réunion de haut niveau D'accord. présidée par Monsieur le Premier ministre. D'accord. C'est exactement ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, professeur Nadbi. Tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup, professeur Nadbi Moussa Baldé, endocrinologue, chef de service au CHU, donc, qui a été notre invité de ce dimanche. On a partagé 55 minutes et j'espère que le thème a été très enrichissant et ceux qui nous ont suivis, ça a servi. Hein. Alors, merci d'être sur ce plateau. Merci également à toute l'équipe technique qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission. Vous retrouverez la semaine prochaine Rose Pocho sur le thème les maladies sexuellement transmissibles, en l'occurrence le sida, comme c'est la journée, bientôt le mois de décembre, c'est la journée du sida. Vous allez en parler humblement avec Rose Pocho. Moi, je vous retrouve très prochainement sur un autre thème. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Non. Ben, accolade, il y a les professeurs, il y a des médecins qui n'aiment pas.